Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Patrick Sébille. Patrick, c'est 50 années de pêche à son actif, 20 années de guidage aux quatre coins du monde, plusieurs dizaines de leurres de créés et un nombre incalculable de records du monde. Dans cet épisode, nous allons parler du choix des cannes, de la pertinence des couleurs pour un leurre, de la boîte de pêche idéale, du fluorocarbone, mais également de la revente de son groupe au groupe Pure Fishing et de tout un tas d'autres sujets sur son expérience de pêche. C'est parti. Salut Patrick, ravi de te retrouver pour un nouveau Salut Yann. projet. Je suis pas sûr que tout le monde te connaisse, ça fait un petit moment dont on entend moins parler de toi dans le milieu de la pêche, même si tu n'as jamais totalement disparu. Du coup, pour Mhm. commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ah, ok. Ben donc, mon nom, Patrick Sébille. Je suis né à Bègle, dans le 33, à côté de Bordeaux. Et j'ai eu la chance de grandir à côté de 7 gravières, précisément, qui avaient été creusées pendant la Seconde Guerre mondiale pour construire l'immense base sous-marine qu'avaient fait les Allemands à Bordeaux pour protéger leurs sous-marins. Mhm. Et donc, il fallait bien du comment ça s'appelle en français déjà, du ciment. Donc, il fallait du gravier. Donc, ils ont creusé tout ça. Et moi, j'avais la chance de grandir à peine 1 ou 2 kilomètres de ces gravières. Donc, un terrain de jeu magnifique où j'ai pris mes premiers basses, premières perches, premiers brochets, etc. Et donc, passionné de pêche, mon plus vieux souvenir de vie, c'est un pique-nique de famille dans le Gers où un de mes oncles met une canne et plusieurs cannes, un bout de pain, il y a une touche, je prends et ça tire, ça me prend presque la canne des mains. Mon oncle, j'avais 3 ans, reprend la canne, il sort une carpe de 3-4 kilos. Et aujourd'hui encore, j'ai 56 ans, mais je me souviens de ça comme c'était hier. Et donc voilà, j'ai fait toute ma vie basée vraiment sur cette passion de la pêche avant tout, et un peu sur celle de la musique qui est ma deuxième passion. J'ai mis au point de matériel de pêche. Ah, je vois que c'est en train de reconnecter. Ouais, On est coupé. non, vas-y, t'inquiète, Ouais, je pense que ça enregistre. ok. Et donc, quand j'avais 8 ans, dans un de ces lacs dont je viens de parler, il y avait un arbre qui était tombé dans l'eau et je voyais des fois des grosses perches. Parce que c'était un lac, on l'appelait chez Dulon. Euh, c'est un lac qui était très très clair. Et donc je voyais des fois des grosses perches au milieu de ces branches. Et puis à l'époque, on avait uniquement des cuillères tournantes, style Aglia, Meps, Hmm. et quelques rapalas. Et donc ça allait pas du tout pour aller pêcher dans les branches. Alors oui, des fois il y avait une perche qui sortait, qui chopait le leurre, mais la plupart du temps je les voyais là. Je pouvais pas évidemment mettre non plus un vif vraiment au milieu des branches. Et donc un jour j'ai eu l'idée, je me suis dit, sachant que j'avais vu des fois qu'en pêchant au vif, lorsque je ramenais, je voyais des fois des perches qui mordaient le plomb de ma ligne à brochet. Je m'étais dit, ah, elles sont intéressées par les plombs. Et donc, j'ai eu cette idée, sans doute toute simple, toute bête, mais d'une chose que je n'avais jamais vue, que je ne savais pas qui existait, en fait, qui était de faire un jig. Et donc, j'ai pris un plomb, un de ces plombs longs qu'il y avait autrefois, souvent pour équilibrer les flotteurs pour la pêche au brochet. Je l'ai coupé en deux, Ah. parce que je trouvais que c'était un peu lourd de faire 20 ou 30 grammes, donc avec un couteau, je l'ai coupé en deux. J'avais un bout de fil de cuivre, je ne sais pas d'où il venait, mais je rappelle que j'avais ça. Je l'ai passé dedans, j'ai pris le trip d'un de mes rapalas, je l'ai attaché, j'ai piqué le gant Mappa, un des gants Mappa rose de ma mère, on n'avait pas de machine à laver la vaisselle, donc j'ai pris un ciseau, j'ai coupé un petit triangle allongé, je l'ai attaché sur le haut de la hampe avec le fil de cuivre, j'ai fait une boucle de l'autre côté, et parmi les quelques cannes que j'avais une canne de 5,25 m, je me rappelle très bien, en fibre de verre, toute verte, une canne plateau, qui était une boîte de l'Aréole, à 1 heure de Bordeaux, avec un manche rouge. Et puis j'avais un petit moulinet rue bleu métallisé, un moulinet typique pour la pêche au cou, juste une petite réserve de fil. Et donc j'ai eu cette idée de descendre ce petit leurre entre les branches, tout doucement, et de le faire monter et descendre. Et donc j'arrivais à quand même à gérer, à être entre les branches sans m'accrocher. Et j'ai vu à un moment arriver une perche, elle était peut-être, j'ai entre 1 mètre 50 de fond. Et je rappelle, je n'ai pas senti la touche, mais j'ai vu un instant quelque chose de blanc. Et je me suis dit, ah, elle a peut-être gobé. Et donc, dans le doute, j'ai ferré, elle était piquée. Et là, j'ai mouliné ce petit moulinet de rien du tout, au point que, c'est pas une blague, le sillon a fini dans la bouche de la perche et j'ai tiré la perche en arrière. C'est une belle perche, 500 ou 600 grammes, et je l'ai mise au sec. Et j'étais le roi du monde. J'avais pris mon premier poisson sur un leurre que j'avais designé moi-même. Mais l'histoire incroyable de ça, c'est que ça m'a donné une confiance énorme dans le fait que je pouvais avoir une idée, créer cette idée, la réaliser physiquement et attraper des poissons avec. Et à partir de là, petit à petit, je me suis mis à avoir des idées que j'ai testées, j'ai développé un petit peu
un savoir-faire manuel que j'avais, je pense, un peu. Il y a des gens qui ont un peu plus ça et d'autres qui ont un peu moins. Donc j'avais la chance d'avoir un peu ça dans mes mains. Alors bien sûr, il y a eu plein d'idées qui n'ont pas fonctionné, hein, je le dis de suite. Mais de temps en temps, il y avait une idée qui fonctionnait bien. Et puis je me suis mis à faire mes propres cannes. Et un poisson qui m'a vite passionné, ça a été la dorade royale, puisque là où j'habitais, c'était à 3/4 d'heure de route d'Arcachon, donc une, une distance assez faible où on pouvait aller régulièrement pêcher. Et j'ai vite compris que finalement, les dorades, il fallait à la fois une canne qui pouvait lancer loin, qui avait une action de pointe assez marquée pour bien sentir les touches quand je tenais la canne à la main. Et en même temps, j'avais noté que une action de pointe marquée amenait aussi à des relâchers des dorades avant qu'on puisse ferrer. Et j'ai eu l'idée de mettre un sillon souple. Et j'ai inventé un petit système, parce que ça s'en mêlait souvent au lancer, donc j'ai inventé un petit système qui évitait que ça s'en mêle. Et en fait, régulièrement, des pêcheurs, ils me voyaient pêcher sur les jetées d'Arcachon, la jetée de Thiers, la Chapelle, etc. Et ils me disaient, oh, elle est bien cette canne, où est-ce qu'on peut l'acheter? J'ai dit, ben, j'ai fait moi. Et sans le savoir, en parallèle de ça, il y a des détaillants auxquels les gens demandaient la canne. Oh, on a vu un jeune avec une canne comme ça. Ben oui, mais ça n'existe pas. Et en fait, des détaillants en ont parlé aux représentants locaux de Certes. Et, et Certes avait commencé à me fournir quelques cannes. Je gagnais pas mal de compétitions de pêche, que ce soit de pêche au coup et de pêche en surfcasting. Et hélas, pas de compétition de pêche au leurre à l'époque pour les prédateurs. Et un jour, je suis allé à mon tout premier salon de la pêche. J'avais 17 ans et demi. Et alors, j'avais des yeux comme ça. Hein, quand on est passionné de pêche, vous avez pour la première fois sur un salon, je pense qu'il y a plein de gens qui vont écouter et voir ce podcast et qui vont se projeter eux-mêmes lorsqu'ils ont été jeunes ou enfants la première fois voir un salon de pêche. J'avais des yeux grands ouverts. Je suis arrivé là, c'était un truc incroyable. Et j'arrive au stand de Certes. Et là, ce représentant de Certes, que j'avais vu quelques fois, qui m'avait fourni quelques hameçons Gamakatsu, différentes choses, me dit, viens voir, mon boss veut te voir. Alors là, je comprends pas, quoi. Le boss de Certes veut me voir. Et donc, ils avaient aménagé un petit bureau, un endroit sur le stand, et il m'a fait rentrer dans ce bureau. Et Francis Coutou, c'était son nom, avec sa voix très rocailleuse de fumeur de longue date. Je me Me souviens, j'ai dit, mangé avec lui lors d'un salon à Clermont. ouais, ben c'était justement à Clermont, c'était un salon à Ah, Clermont-Ferrand, c'est en marrant. l'occurrence. Ouais, vraiment. Il y a 40 ans, quoi, à peu près. 39 ans, ouais. Et là, il me dit, oui, on m'a parlé d'une canne que vous avez mise au point, ça semblerait très intéressant pour la pêche de la dorade, et je vous propose qu'on la fabrique, nous, chez Certes, qu'on la vende avec votre nom, qu'on vous paye une royalty pour votre savoir-faire, etc. Et moi, qui n'avais pas la moindre notion de business, c'est la pure réalité, je dis les choses telles qu'elles sont, au lieu de dire oui ou quoi, je lui ai répondu parce que j'avais mis au point d'autres cannes aussi pour moi, pour mes besoins, des cannes par exemple lestées dans le talon pour un équilibre au niveau de la main. J'avais jamais vu ça sur aucune des cannes que je connaissais ou chez les détaillants. Je passais mon temps. Si j'étais pas à la pêche ou à l'école ou un petit peu à la répétition, à la musique, j'étais chez un détaillant, Bordeaux plein air en particulier, ou la mairie Vancic. Et donc je regardais tous les produits évidemment qui étaient loin de mon atteinte financière, mais j'en avais. Et donc, j'avais eu une idée, par exemple, de mettre des lestes dans les talons de canne pour la pêche au manier, des choses comme ça, pour être mieux équilibré et mieux sentir la touche. Et donc, au lieu de juste lui dire oui, je lui ai dit non, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on sorte une gamme de cannes. Et là, grand silence. Moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été dire ça? Et là, lui, il est vraiment surpris. Et moi, je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai. Pourquoi j'ai dit ça? C'est sorti comme ça, vraiment naturellement. Je me dis, pourquoi j'ai dit ça? Et je ne sais pas combien de temps le silence a duré. Honnêtement, ça a dû être que quelques secondes, mais vraiment, ça m'a paru très long. Et je me suis dit, ça y est, on vient de me proposer un truc de dingue, et en me disant ça, mais quelle connerie, ça va être refusé. Et là, Francis, il dit, eh bien, je dis bingo. Et bam, avec son poing comme ça, il tape sur la table. Et voilà. Et la semaine d'après, comme certes étant basé à Blanquefort, et moi j'étais à Villeneuve-d'Ornon, donc chez ma mère, ben, la semaine d'après, j'étais chez eux. Il y avait le premier contrat de ma vie qui était sur la table, qui m'attendait. Donc c'était voilà, c'était donc en 1985-86. Voilà. Et Et donc depuis, voilà. voilà, j'ai sorti plein de choses que j'ai créées. J'ai des cannes qui ont gagné les championnats du monde de surfcasting, donc des cannes que j'ai mis au point.
Je me suis mis à guider au Sahara et c'est devenu vraiment quelque chose de central dans ma vie. Je me suis mis à écrire dans des revues comme La pêche en mer, La pêche et les poissons, Le pêcheur de France, Pêche et bateau, tout ça. J'ai écrit plus de 800 articles, j'ai écrit 7 bouquins. J'ai voyagé pour la pêche évidemment dans 72 pays. J'ai Mhm. pris des poissons dans 71. J'ai encore pas pris de poissons au Vatican, mais maintenant je sais où sont les poissons, donc c'est promis. Quand je retourne au Vatican, j'aurai une bobine de fil, un hameçon, un bout de pain et je prendrai un carassin parce que je peux On veut pas la laisser ça photo. comme ça. Ça serait une On honte. veut la photo, hein. Voilà, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et à un moment, donc j'ai collaboré avec pas mal de marques, avec Flashmer, avec Cert, avec Mepps. Pendant longtemps, j'étais designer pour Mepps et Mr. Twister pendant 12 ans. Il y a aujourd'hui à peu près un tiers des cuillères Mepps que vous trouvez sur les murs chez un détaillant, Pacific Pêche, Decathlon ou autre. Il y a à peu près un tiers des cuillères qui sont des cuillères que j'ai créées donc il y a 30 ans. Mhm. Euh, et puis, voilà, le gros de mon activité, c'était vraiment le guidage. Et à un moment, j'en ai eu marre. J'ai passé 18 ans en Afrique. Je sentais que j'avais fait le tour. C'est sympa d'être en endroit reculé quand on y va en vacances, 2 semaines, un mois. Mais finalement, quand on y vit à longueur d'année, 10 mois par an, enfin, je parle pour moi, hein, je donne de leçons à personne, mais au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais fait le tour. J'avais pris plein de gros poissons. J'avais fait prendre plein de gros poissons, plein de records. Moi, j'ai à peu près 370 records personnellement, entre les records de France, records d'Europe. J'ai 44 ou 47 records du monde. J'ai fait pas mal de records du monde. Par exemple, le record du monde du tarpon. J'ai guidé pour. C'est toujours le record du monde aujourd'hui, hein, ce qu'on Mhm. appelle toute catégorie, le plus gros, 130 kilos. Et donc, à un moment, voilà, je me suis dit. Et en parallèle, je m'étais mis à partir en Floride en vacances. Et moi, c'était ma grande bouffée d'oxygène, en fait. C'était justement partir 3 semaines, un mois, tous les ans, depuis 92, le 1er septembre 92 précisément. J'avais été pour le snook parce qu'une de mes passions, c'est de prendre des poissons variés. Pas forcément toujours gros, mais variés. Je suis à 784 espèces au jour d'aujourd'hui. Et des copains m'avaient dit, tiens, le snook, ça devrait te plaire. Puis comme j'avais toujours eu envie d'aller voir les États-Unis, je me dis, bah, tiens, je vais faire une pierre de coups, je vais aller en Floride, on m'a dit qu'il y a du snook, j'irai me balader un peu. Voilà, donc tous les ans, je partais dans un ou deux pays différents, ou trois, pour me balader ou écrire un article pour la pêche en mer, ou voyage de pêche, etc. Et puis là, je suis tombé en amour avec le snook, j'ai adoré la Floride, j'ai enfin vu un endroit où il y avait plein de gens et plein de poissons, chose qui n'existe pas ailleurs. Et ça m'a sidéré, quoi. Je me rappelle, première journée où je suis arrivé, j'ai posé les valises dans le petit hôtel tenu par des Québécois qui était à 1 heure à peu près au nord de Miami. Et je me suis dit, je vais faire un petit tour en ville, je voulais acheter un peu d'appât, je voulais un peu cerner pour attaquer la pêche, je voulais dormir un peu après et puis vraiment attaquer la pêche. Et j'avais une voiture de loc, et je me rappelle rouler dans Miami. Miami, c'est un petit peu comme Venise, c'est une ville d'eau en fait, il y a des chenaux un peu de partout, il y a beaucoup d'eau salée, d'eau douce. Et je me rappelle rouler un moment, et je regarde, et j'ai gratte-ciel autour de moi, il y a ce bras de mer, ce chenal, et je vois un banc de tarpons rouler. Mhm. Et pour moi, c'était un truc presque impensable. Un peu plus loin, je vois un banc de 50 carangues qui arrive contre un mur chasser les mulets de dingue. Et là, mon cerveau, il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, je suis vraiment devenu en amour avec la Floride, au point que quelques années plus tard, je me suis dit, finalement, c'est là où je veux vivre. Et quand j'ai décidé d'arrêter de guider, je me suis dit, j'ai vraiment envie, c'est de vivre en Floride, parce que c'est un endroit où je peux donc vivre ma passion de la pêche, parce que là, c'est un mode de vie. Et ça, je Mhm. l'ai vu que dans 2 endroits au monde, c'est la Floride, vraiment, et c'est le nord de l'Australie. D'accord. Et donc, je me suis dit, là au moins, je vais vivre avec des gens autour de moi qui parlent pêche, qui aiment la pêche, un milieu qui est protégé. Il n'y a plus de chalut en Floride depuis 96. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu un vote, c'est ici aux États-Unis, quand il y a un vote, en dehors du vote lui-même qui est, mettons, pour élire un homme politique pour tel ou tel poste, disons, des gens ou des groupes peuvent proposer des votes complémentaires. Donc, quand on va au bureau de vote, on a un grand papier Mhm. où il y a principalement, mettons, on va choisir le gouverneur, on va vous dire il y a un tel, un tel, un tel, vous cochez ce que vous voulez. Et puis il y a ces autres choses qui n'ont rien à voir avec le ou les hommes politiques ou femmes politiques notés ailleurs. Et il y a différentes questions. Et donc, une des questions qui avait été amenée, c'était euh, êtes-vous pour ou contre conserver le droit de la pêche au chalut?
Et il y a eu un truc du style 76% des gens qui ont voté non. Eh ben, depuis 1996, il n'y a plus un chalut dans les eaux de Floride. Alors, je peux vous Wow, dire que ça fait vraiment du bien. Hein. Il tu y a pas m'étonnes. photo. Et pour nous, en France, on voit les dégâts, les choses de dingue. Moi, j'ai été témoin de ça un nombre de fois. Ça m'a rendu dingue. Moi, je rappelle de pêche en surfcasting. En surfcasting à Biscarrosse, à 2 heures du matin, où des chalutiers ramassaient mes lignes de surf. Ils sont Mm, supposés être à 3000 au large. Hein. Et moi, mm, j'ai jamais fait des lancers de 3000. 3000, ça fait 5 Pas km, je vous encore. promets. J'ai jamais fait ça. J'ai bien lancé, mais quand même. Et donc voilà. Et donc, je me suis dit, ben, je voudrais vivre aux États-Unis, je voudrais vivre en Floride, pour cette raison-là. Hein, c'est vraiment la raison centrale. Et parce que pour le coup, je peux vivre à un endroit où je peux pêcher, puis peux aller voir un concert de Kiss ou de Metallica, je peux aller au resto, je peux avoir une vie normale, une vie de famille, etc., que je ne pouvais pas avoir raisonnablement. Je voulais avoir des enfants. Je ne pouvais pas avoir ce type de vie-là sur une petite île paumée sur la côte africaine, quoi. Ok. Et puis, comme je dis, j'en avais vraiment fait le tour du guidage et tout. Je commençais à me lasser, ça me motivait plus à ce moment-là. Je faisais toujours les mêmes choses un peu. Puis c'est ça, quand on est vraiment enfermé pendant 10 mois, on ne peut pas aller faire un resto, on ne peut pas aller faire un cinoche. Mm, Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, pour pouvoir vivre en Floride, il faut que je crée une société qui me permette de vivre en Floride. Et comme j'avais mis pas mal de leurres au point et de matériel de pêche, et que ça avait eu pas mal de succès pour un certain nombre d'entre eux, j'avais une relative confiance dans le fait que mes créations, qui étaient basées non seulement sur le fait que j'avais des idées de designer, en plus, j'ai fait des études techniques, j'ai un CAP de fraiseur, un CAP de tourneur, un CAP d'ajusteur, j'ai un BEP de mécanicien monteur, j'ai un BEP de constructeur d'ensemble chaudronné industriel, j'ai un CAP aussi de chaudronnier, j'ai un BEP de fraiseur mouliste, j'ai fait une formation en plastique injecté. Donc ça, c'est le fait d'être créatif, d'avoir des idées pour créer des produits de pêche, mm, mm. allié au fait que j'avais le savoir technique de comment réaliser ça, et en plus j'avais une grosse expérience de pêche qui est pas très commune. Moi j'ai pêché en sortant en pêche pour guider tout ça, en moyenne je sortais 300-310 jours par an, j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont eu cette chance, bon, d'avoir fait certains choix des fois qui ont coûté par ailleurs sur d'autres aspects de ma vie, mais d'un point de vue de pêche, j'ai créé une énorme connaissance de la pêche, et pas seulement à travers mes propres yeux, de mes expériences, et ça c'est une chose que j'aime bien partager, c'est le fait que quand on est guide de pêche, la majorité des gens qu'on amène à la pêche ne sont pas des bons pêcheurs, ce sont des gens qui aiment pêcher, suffisamment pour se dire je vais partir une semaine, 2 semaines en vacances de pêche quelque part dans le monde et de dépenser l'argent que ça peut coûter. Mais pour beaucoup, ce sont des gens qui ont des jobs qui ne leur laissent pas forcément du temps. Je dirais que les vrais mordus passionnés dans le sens qui passent du temps, qui vont à la pêche, c'était peut-être 10%, 15% de mes clients. Donc le fait d'avoir pêché avec des centaines de pêcheurs qui étaient des pêcheurs tout à fait normaux, moyens, quelconques, ça m'a permis aussi de cerner parfois les difficultés que peuvent avoir les pêcheurs, que ce soit dans des choses bêtes, comment mettre bien un leurre souple, bien aligné sur une tête plombée. Mm, Quand on pêche, on n'y fait même plus attention quand on pêche régulièrement. Et finalement, quelqu'un qui pêche pas souvent, des fois, il le pique un peu de travers, le leurre, il nage pas si bien, il coupe de 50%, de 80% les chances de touche, etc. Donc, c'est des choses que j'ai notées. La difficulté à faire nager les leurres. Moi, j'ai une passion pour les leurres. J'ai plus de 3400 leurres dans ma collection. Je les ai tous utilisés au moins une fois. Donc, plein de sortes de marques, des quatre coins du monde, littéralement. Et ben, il y a certaines leurres qui sont très très bons seulement dans la main de très bons pêcheurs. Donc quand je mets un leurre au point, une des choses que j'ai cherché à faire, c'est pas à moi de dire si j'ai réussi, mais un des éléments qui rentre en compte dans ma mise au point de leurre ou de matériel de pêche en général, c'est que je veux qu'il soit le plus efficace possible et utilisable par la majorité des gens. Pas seulement par le gars qui a vraiment. Alors bien sûr, n'importe quelle leurre, un mec qui pêche très bien le fera toujours mieux nager qu'un mec qui pêche pas bien ou moyennement. Mais je voulais être sûr que même avec des récupérations, des maniements très simples, très basiques, par quelqu'un qui n'a pas le savoir et la finesse qui découle du savoir et de pas mal de pratiques, mm, qu'ils arrivent quand même à obtenir un très haut niveau de qualité de pêche du leurre. Et donc, qualité de pêche, ça veut dire avoir plus de chances de déclencher des touches, de prendre des poissons. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et c'était un jour de novembre 2002, 2003, 2002.
2002, où j'étais de passage à Paris, parce que je rentrais de temps en temps faire un salon, enfin pour une raison X ou Y, pour MEPS des fois, bref. Et j'avais pris un petit déjeuner, on avait bu lui un café, moi un chocolat chaud, sur une petite table ronde de bar sur un trottoir parisien, hein, au froid, comme ça se fait pas mal à Paris et pas forcément dans beaucoup d'autres endroits, euh, mais très mémorable. Et je pensais vraiment sérieusement à vendre mon club pour dégager des fonds, pour pouvoir, du moins les parts de mon club, j'étais pas seul, on était plusieurs associés. Et j'en ai parlé, et je pensais à ça. Et en fait, euh, j'avais ce petit déjeuner avec Constantin Pellissier, On a qui pêché est donc, ensemble une paire de fois, donc je vois de qui on parle. voilà, tout à fait, qui est mon meilleur ami, qui est le parrain de mes enfants, etc. Il était pas là à l'époque, je n'avais pas mes enfants encore. Ils ont 9 ans. Mhm. Mais il me pose une question qui était: et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et en fait, je n'ai pas compris sa question. Lui, en fait, me disait: qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Genre, là, tu vas prendre l'avion, tu vas où, tu fais quoi? Et en fait, je dois avoir tellement cette idée en moi, elle me tournait tellement dans la tête que je voulais arrêter le guidage et que je voulais lancer ma boîte de l'heure pour pouvoir vivre en Floride, que je lui ai dit, ben, je compte vendre les parts de ma boîte pour faire une boîte de l'heure. Et là, il complètement surpris, parce que c'était pas du tout la question qu'il posait, en fait, ce qu'il m'a expliqué après, bien sûr. Il dit: ah bon? J'ai dit: ouais. Et il me dit: mais pourtant, ça a l'air super ta vie, tout ça. Je dis: ben oui, mais c'est comme beaucoup de vie, en fait. Bon, ça fait longtemps que je fais ça, donc à l'époque, ça faisait déjà genre 16 ans que je guidais, 16-17 ans. Ouais, 16 ans. Voilà, quoi. Quand on est 10 mois par an à peu près sur une petite île et qu'on peut rien faire d'autre que d'aller à la pêche et tout, à un moment, on a aussi envie, ça dépend des gens, bien sûr, mais on peut avoir, en tout cas, aussi envie d'avoir d'autres choses un peu dans sa vie. Moi, entre autres, je voulais avoir des enfants. La musique, je l'ai dit, c'est ma deuxième passion. Donc forcément, quand on est sur une petite île des Bijagos, C'est limitant. voilà, bon, on écoute sans arrêt les cassettes qu'on a. J'avais encore un lecteur de cassette à l'époque, mais c'est pas comme ça qu'on va voir des concerts ou quoi. Bref. Et donc, il me dit: ah, mais ça pourrait m'intéresser, développer un peu. J'ai développé plus l'idée que j'avais. Il me dit: ben, on peut s'associer et tout. Et c'est là, autour de cette petite table de café parisien, qu'on a décidé de créer cette société, cette marque Sébile. Et Mhm. donc en gros, un an et demi après, ben, je, je levais vraiment le pied pour le guidage. Je partais pendant des mois et des mois à Hong Kong et en Chine pour les mises au point. Et on a sorti la marque. Et la marque, très rapidement, a explosé. Elle a explosé en particulier aux États-Unis, elle a explosé au Mhm. Japon, elle a explosé en Australie. Aux États-Unis en particulier, mais là, on gagnait certaines des plus grosses compétitions aux États-Unis, des Bassmasters, donc des tournois professionnels. Et puis pas qu'un, quoi, 7 ou 8. Donc ça, il y a eu au Japon, il y a eu un des basses records pris au Japon qui a été pris aussi sur un de mes leurres. Et voilà, donc la marque a absolument explosé. Et plusieurs années plus tard, donc j'ai pu m'installer d'abord au Colorado. Enfin, j'étais à moitié entre Hong Kong et le Colorado. Après, je suis vraiment bougé au Colorado parce que j'avais mon associé américain là-bas. On avait l'entrepôt, on avait le bureau au Colorado. On les a vus d'abord au Texas, mais c'est un peu compliqué. On a monté au Colorado. Et puis finalement, j'ai pu venir m'installer pour de bon en Floride le 1er septembre 2010. Et ensuite, ben, à peu près à cette période-là, Pure Fishing et Rapalam m'avaient approché, on avait discuté. Les deux étaient intéressés pour m'avoir comme designer et pour intégrer la marque Sébile. Et on Mhm. avait trouvé avec Constant et les autres associés que Pure Fishing faisait le plus de sens. Et ça, maintenant, ça peut se discuter, mais évidemment, personne n'a une boule de cristal au moment où on voit les choses. Moi, j'avais une vie qui était devenue une vie de fou parce que je n'arrêtais pas de voyager, j'étais aux quatre coins du monde. Le business explosait, hein, c'était génial et tout, mais j'avais pas de vie. Et donc, finalement, on a pensé que c'était une bonne chose, une bonne prochaine étape, que de rejoindre Pure Fishing. Et Et que je. justement, Patrick, excuse-moi Ouais. de te couper. Non, mais ben, Je t'ai c'est moi jamais qui parle posé beaucoup. cette question depuis le temps qu'on se connaît et Mhm. tu as le droit de pas me répondre. Combien ça se revend une marque de pêche comme ça? Ah, C'est indiscret ou en pas? fait, non, mais il y a aucune. Il y a aucune. Mince, le mot m'échappe pour le coup. Il y a, il y a rien de régulier en fait. Chaque négociation est une négociation. Nous, on a fait une chose que je le dis aujourd'hui clairement, qu'on regrette profondément, mais encore une fois, on ne pouvait pas savoir à l'avance. C'est que
le deal qu'on a fait avec Pure Fishing, c'était un deal basé sur un earn-out. C'est-à-dire que d'abord, ils nous ont racheté les assets. Comment on appelle les assets en français, Oui, pardon? les stocks, Voilà, tout ce qui est les stocks, les propriété moules, intellectuelle, etc. etc. Ok. Un petit plus. Mais l'idée, c'était, voilà, on a fait des projections qui tenaient la route. Si on atteint un temps de vente, tu vois, sur les 5 prochaines années, tous les ans, si on fait tel niveau, il y aura donc un earn-out, c'est Une espèce de prime, pour une simplifier, prime, voilà, prime, on sur un va dire. objectif. Voilà, et on s'est basé là-dessus. Sauf que la réalité, c'est que les deals, on les a passés avec le PDG Monde et le PDG Europe de Pure Fishing, qui était vraiment excité à plusieurs niveaux. Moi, j'étais en train de gagner tous les awards de l'heure. Je suis encore à ce jour le designer qui a gagné dans l'histoire de la pêche le plus grand nombre d'awards de création de produits. J'en ai gagné 24 en tout. Euh, donc, ils étaient à la fois excités à cette idée d'amener ça pour leurs équipes, de dire regardez le gars dont on parle partout, qui fait les couvertures de magazines, qui Mm. gagne les awards, maintenant il va faire partie de l'équipe, sa marque va faire partie aussi du groupe. Et il me voulait moi avant tout, c'était très clair, c'était 60% m'avoir à moi pour que je fasse des designs, non seulement pour D'accord. Sépile, mais pour les autres marques. Donc, je me suis retrouvé, par exemple, 40% de mon temps de travail a été de faire les designs, de travailler sur les designs de moulinets pour Penn, par exemple. Mm, mm. Et ouais, le Slammer 4, pour en citer Ok. un rapidement, par exemple. Et donc, j'ai bossé sur plusieurs marques et tout. Mais en fait, dans la réalité des faits, c'est qu'une fois qu'on est mis en place, qui est-ce qui dirige véritablement les choix de la boîte? Finalement, c'est les équipes de vente et un peu le marketing. Et les équipes de vente, elles venaient vers moi, pas pour me dire continue à faire des leurres innovants dont on va parler, des nouvelles formes pas connues ou des choses comme ça. C'est pour me dire voilà, il y a telle leurre de telle marque qui se vend bien, faites-nous le même et qu'on puisse le sortir moins cher que notre compétiteur. Ce qui est pile l'opposé de qui je suis. Alors, j'ai fait ce boulot-là parce que je t'ai payé pour, mais c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et puis, et puis il y a le boss 6 mois à peu près après que j'ai rejoint Pure Fishing. Et donc ça c'est majeur ce que je suis en train de dire là. Le boss de parce que Pure Fishing faisait partie d'un groupe qui s'appelle Jarden, une énorme Mm. compagnie de 20 milliards de dollars qui a plein de camping gaz, par exemple. Les Mm. bouteilles de camping gaz font Mm. partie de Jarden. Vous voyez, rien à voir. Donc plein de Mm. sortes de marques. Il y avait les skis K2 aussi Mm. qui faisaient partie de ce Ok. groupe, etc. Et donc le grand PDG, le PDG de Jarden, donc 6 mois, 8 mois, je ne sais plus, après que j'ai rejoint la société, que le deal a été fait. Donc le deal où on devait gagner de l'argent, en fait, dans le temps, on a récupéré et on a gagné un petit peu au moment de la signature des contrats. Mais là, on devait vraiment avoir un retour réel sur notre investissement, c'était sur ces 5 années, année par année, en atteignant tel ou tel niveau de vente. Et donc, quand le PDG de l'ensemble des marques, donc de Jarden, a fait un email à tous les directeurs des marques, dont je faisais partie, disant, désormais, les marques établies, donc les marques déjà établies dans le groupe, peuvent désormais entrer dans n'importe quelle catégorie. Et avant ça, Berkeley avait essayé 2 fois ou 3 fois de rentrer dans le monde des leurres dures, et c'était absolument cassé les dents chaque fois. Il n'y avait rien qui avait marché. Il y avait un petit leurre pour la traîne, pour le crapi. Le crapi, c'est une grosse perche soleil. Et un peu pour le cendre, qui se vendaient bien. Mais à part ça, les leurres à basse qu'ils avaient fait, les leurres à brocher, les leurres à barre, n'avaient jamais fonctionné. C'était retombé. Ils cartonnaient sur les leurres souples, Mhm. cartonnaient sur les cannes, sur les fils, mais en leurre dure, ils n'avaient pas réussi. C'était une des raisons qui avait amené le PDG à vouloir aussi avoir la marque Sébile qui était à 80% des leurres dures. Et donc, quand il y a eu cet email décisionnaire du PDG de Jarden, peu de temps après, on avait un gros meeting et le boss de Berkeley, donc une marque qui fait à travers Pure Fishing, qui fait 140 millions de dollars, donc Mhm. une des marques clés du groupe, qui a dit nous, on va entrer dans les leurres dures. Et donc, en fait, il a passé le message aux équipes de vente, poussez pas la marque Sébile, parce qu'en fait, nous, on va venir, là, on va vraiment mettre les moyens, on va prendre un D'accord. pro des tournois et tout et tout. Et donc, ça a complètement sapé l'entente qu'on avait eue. Et donc au final, j'ai vendu Sébile, des années de travail sans prendre un jour de vacances ni rien, pour littéralement récupérer mes fonds et faire un petit surplus, franchement, Donc assez faible, quoi. t'as pas pris 100 millions d'euros pour la vente de ta marque. Ah non, j'aurais même voulu prendre 1 seul million. J'aurais bien aimé. D'accord. Mais non, Ok. ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au bide.
Alors, c'est plus le même propriétaire aujourd'hui de Pure Fishing, mais la dernière fois que des gens ont approché ce nouveau propriétaire, qui est nouveau propriétaire depuis, je crois, 3-4 ans maintenant, en disant, on pourrait peut-être redonner la marque Sébile à Patrick Sébile. Bon, pas les leurs et tout, maintenant, ok, vous avez acheté les moules, ça reste là, mais au moins la marque Sébile, que Patrick Sébile ait son nom qui lui revienne s'il veut refaire quelque chose avec Sébile. Et donc, ces propriétaires et PDG ont absolument refusé. Je trouve ça assez outrageux, quoi. Bon. Voilà. Et du coup, juste pour terminer, parce que je pense qu'on pourrait passer 8 heures sur ton parcours, il faudra peut-être qu'on refasse des épisodes, parce que c'est riche. Avant de passer à ma première vraie question, l'actu pour toi, c'est quoi là en ce moment? Pour moi, en ce moment, alors, suite au Covid, justement, ma nouvelle société qui s'appelle Ben Wenglers, où j'ai 5 marques, des marques de l'heure dure, des marques de l'heure souple, dont la marque phare un peu, c'est la marque Hyperlastique avec un plastique assez particulier, très résistant, et dont le leurre phare est le leurre Dartspin, qui est un corps de leurre souple et une palette. Et donc, depuis le Covid, on a été vraiment, comme d'autres sociétés, évidemment, on a été vraiment très, très gênés dans le business. Donc là, on est en train de relancer la boîte. Ça a été un peu compliqué. Et là, je viens de faire ma première tournée en 2 ans de détaillant. J'ai fait des salons. Ça s'est super bien passé. Les gens étaient vraiment heureux de me revoir. J'étais très heureux de les revoir aussi. Et donc ça, c'est un de mes focus. Je me remets au guidage. J'ai réalisé ça il y a un peu plus d'1 an maintenant, justement quand un coup Constant est venu avec un autre ami, Nicolas, que finalement, c'était bien que je me mette au guidage, parce que si Covid a eu beaucoup d'impact négatif, il a eu un énorme impact positif sur ma vie, c'est que je suis devenu papa à 47 ans, en 2016, et donc, avant le Covid, j'étais toujours parti, quoi. Je prenais au moins l'avion 2 fois par mois en moyenne. Je partais un coup en Australie, un coup en Amérique du Sud, un coup à droite, un coup à gauche, bref. Et donc, grâce au Covid, j'ai pu passer vraiment du temps à la maison, être avec mes bébés. Et j'ai réalisé, donc, il y a à peu près 1 an et demi, que même si je voulais, bien sûr, relancer ma marque, c'est mon job central, mon boulot central, c'est la passion de ma vie, la mise au point de matériel de pêche et tout. Voilà, j'ai créé autour de moi une vie correcte. Je suis pas millionnaire, mais j'ai vécu quand même assez bien grâce à ma passion. Je vis au bord d'un magnifique lac ici en Floride centrale et à 1 heure de la mer. Mais ma priorité dans ma vie, c'est mes bébés, que j'aime plus que tout, y compris que la pêche. Et donc, j'ai réalisé que finalement, si je me remettais au guidage, du moins à temps partiel, ça me permettrait de reconnecter en étant plus au bord de l'eau, mais surtout, ça me permettrait de moins voyager, d'être plus présent avec mes enfants. Voilà, même si j'ai toujours quelques voyages à faire, quelques-uns, c'est OK. Le tout, c'est de plus être parti comme je l'étais avant le Covid. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça, relancer ma boîte et puis lancer cette activité de guidage. J'ai mon nouveau site qu'on a mis en ligne vraiment il n'y a pas longtemps, patricksebile.fr. On le Et mettra on le mettra dans les commentaires, enfin sympa. dans la description. OK. Donc voilà. Voilà. Ok, chouette. Et du coup, ma première question, en tout cas la question qui tourne autour de cet échange qu'on a aujourd'hui, comme je te le disais en préambule, on parle beaucoup dans la pêche de, je vais pas dire qui est la plus grosse, mais qui a pêché le plus gros. Et tout le monde l'a déjà fait, tout le monde connaît tous les records de tout le monde, bref. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai appelé le podcast Tous des Tom Sawyer, c'est que l'idée, c'est qu'on a tous commencé par passion. Tu parlais tout à l'heure de tes premières perches, etc. C'était la pêche, mais c'était aussi toute l'aventure qui va autour, Complètement. des fois les copains, des fois la solitude, d'aller la nuit, etc. On a tous fait des choses comme ça. Et du coup, toi, plutôt que ton plus gros poisson, est-ce que tu peux me raconter ton plus joli souvenir de pêche, quel qu'il soit, que ce soit vieux, récent, etc. Il y en a des tonnes et des tonnes de beaux. Moi, j'en ai même partagé certains avec toi, j'ai eu cette chance. Mais du coup, est-ce que tu peux me raconter une de tes plus belles sorties, sessions ou souvenirs de pêche? C'est vrai que j'ai peut-être la difficulté, c'est un comble, hein, c'est un luxe, d'avoir eu tellement de super moments, super souvenirs. Je ne peux pas dire que j'en ai vraiment un comme ça qui survole. J'en ai un qui survole, pas vis-à-vis tellement de moi, mais par rapport à mes bébés, en fait, à mes enfants. C'est-à-dire que je leur ai fait prendre, alors 2 choses liées à ça. Ils sont nés, donc leur maman a préféré qu'ils naissent en France, donc ils sont nés à Poissy, hein, dont le symbole de Poissy, c'est 3 poissons, hein, sur sur le sceau de la ville. Ils sont nés à Poissy. Et Lucie, leur maman, avait eu une petite complication qui aurait pu être sérieuse, donc elle est restée une dizaine de jours à l'hôpital. Et donc le jour où nous sommes rentrés
de l'hôpital où on est rentré dans son appartement. Je me rappelle, j'ai ramené mes bébés, donc dans leur, qu'on s'appelle déjà Les couffins. les couffins, oui, voilà. Je les ai posés, on les a installés. Je suis allé sur mon ordinateur. Je suis allé sur le site de FWC, qui s'occupe donc en Floride de la protection du milieu et tout, et des cartes de pêche. Et je leur ai acheté leur permis de pêche à vie, chose qui existe ici en Floride. Donc, ils avaient littéralement 10 jours. Voilà, on est rentré à la maison et j'ai acheté leur permis de pêche à vie. Mm. Alors, c'est pas directement de la pêche, je suis d'accord, mais voilà, ça, c'est un truc, Un souvenir marquant. c'est un souvenir super marquant. Et puis, leur première pêche, en fait, ça a été ici vraiment, ça a été je me rappelle, la première fois, je leur ai fait prendre des basses. J'ai un tout petit bateau en plastique avec un petit moteur électrique. C'était nickel. Et on a traîné avec des petites cannes à gamins. Vous savez, c'est des cannes avec les princesses ou Iron Ah Man, oui, comme j'ai ça, là. acheté ça pour mon fils aussi, ouais. Et Des ben lacs. voilà. Et j'ai mis des Dartspin, un de mes leurres, le petit leurre souple dont je parlais tout à l'heure. Et ils ont pris chacun leur premier basse comme ça, en entraînant. Évidemment, ils avaient, je suis pas très précis, mais ils avaient à peu près, on va dire, 2 ans à la louche, Mhm. quelques mois près. Donc ils ont pris leur premier basse comme ça. Et ça, c'est. Une belle fierté. Ah, c'était chouette de voir mes bébés prendre leur premier poisson, de regarder ça, de fixer ça sur évidemment une photo, puis que ce soit avec Anne Meller, tu vois. Mm. Ils ont pris leur La premier boucle est poisson avec Anne bouclée. Meller. Ouais, Et voilà. bon, tu nous fais ça synthétique, tu en as un autre souvenir marquant à nous raconter? Ou peut-être, alors celui-là, Ben, il est beau et il est sentimental, mais est-ce que toi, même toi, à titre perso, je sais alors, pas, un beau moment, un lever de soleil j'en ai qui t'a beaucoup. marqué, ou Je vais en faire un qui est double, qui a un lien entre la France et ici. Pour le coup, je pense qui tient la route pour cette raison-là. Donc, je parlais tout à l'heure de ces gravières auprès desquelles j'ai grandi. Pour idée, j'allais à l'école dans mon sac à dos US. J'avais mon sac avec mon maïs bouilli, mes bouillettes, et donc le soir, même si je pêchais pas forcément tous les soirs, hein, quand même, mais j'allais avec mon vélo, j'avais un Peugeot rouge, j'allais au lac amorcer mes spots à carpe et tout. Mais en fait, un de ces lacs, qui s'appelait celui-là chez Duboué, pardon, c'est pour ça des fois je confonds, il y avait le Dulon et Duboué. Duboué, c'est là où il y a les entrepôts de camions de transport, à côté du Picard-Béglé, pour ceux qui connaissent un peu la région peut-être. Et en fait, des fois, j'allais avec mon vélo, ma canne à lancer, et je pêchais là autour. Et un jour, donc j'avais pris quelques basses, mais rien de spécialement beau, quoi. Et un jour, je me rappelle, comme ce lac n'était pas entretenu, c'était pas une APP ou quoi, à l'époque en tout cas. Et donc, des fois, il fallait vraiment, dans le petit passage autour du lac, il est rectangulaire ce lac. On voit bien qu'il a été creusé par des machines. Mais donc, il fallait vraiment se pousser. Et à un moment, j'arrive, je pousse comme ça, et je sors des branches. Et là, il y a 2 herbiers, il y a une trou entre les deux. Je balance, je me rappelle, j'avais un Rapala husky. Je balance le Rapala, je le ramène. Et au moment où je vais sortir le leurre de l'eau, donc littéralement à mes pieds, au bout du sillon, j'avais ces 2 herbiers et je n'avais pas vu un poisson, hein. Au moment où arrive le Rapala, arrive une quinzaine de basses et que des basses de 1 kg, 1,5 kg. Mhm. Et il y en a un qui prend mon leurre alors que j'ai peut-être 50 cm de fil. Et je le tiens comme ça. C'est une canne, je rappelle, en fibre de verre pleine, donc qui se pliait vraiment beaucoup. Pas du tout terrible pour pêcher au leurre, mais bon, hein, on a ce qu'on a quand on est gamin et qu'on ne sait pas trop encore, et qu'il y avait moins de choix qu'aujourd'hui aussi. Et là, j'ai ce basse, et je le tiens comme ça, et j'arrive pas vraiment à le lever. La canne était quand même plutôt faite pour pêcher des truites ou des perches que faire un basse qui faisait peut-être 1,5 kg. Et là, il secoue la tête, il se décroche. Et je vois les autres basses qui restent là, dans ce trou entre les 2 herbiers. Et je rebalance une fois ou deux. Et puis il n'y en a aucun qui mord, et puis ils partent. Et là, je me rappelle mon cœur cogné comme ça, de voir tous ces basses. J'avais jamais vu ça. J'avais vu des fois, tu vois, une quinzaine de basses, mais de 20 cm, tu vois, un petit. Mais j'avais jamais vu un banc, une douzaine, une quinzaine de basses de 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg, comme ça ensemble. J'avais jamais vu ça. On piquait un et tout, et j'étais. Et j'ai lancé sur ce spot pendant 1 heure peut-être. Il n'y a rien qui s'est passé, mais et j'avais le cœur brisé et tout et tout. Et ça a contribué à cet amour de ce poisson, qui fait partie des poissons que j'aime le plus, dans mes top 10, même si la dorade royale, je considère toujours que c'est mon poisson numéro 1. Et donc, quand j'ai bougé en Floride, entre autres, ce que j'ai voulu, c'était pouvoir pêcher le basse, parce que les basses, en fait, viennent de Floride et de Géorgie. Ils ont été après dispersés par les humains, mais les basses
ces grands basses-là, le bass de Floride et le bass à grande gueule, ce sont deux espèces, ça a été reconnu il y a à peine un an. Hein. On pensait que c'était la même espèce. Le bass de Floride, maintenant, génétiquement, c'est bien prouvé, c'est une espèce à part entière. Et donc, ça m'a amené à venir ici. Et un matin, c'est pour ça que je fais le complément de l'autre côté, un matin, je suis ici, là, littéralement où je me tiens maintenant, devant mon ordinateur, c'est là où je dessine mes leurres, etc. Et je suis en meeting avec Constantin, dont on parlait tout à l'heure. Et j'avais reçu la veille un colis donc, de l'usine avec des modifications sur plusieurs de mes protos. Et comme ça faisait une heure peut-être qu'on parlait, je dis à Constant, bah, écoute, si ça ne te gêne pas, je voudrais faire nager un peu les leurs, comme ça je peux renvoyer vite mon feedback à l'usine si c'est bon, s'il y a d'autres retouches à faire. Et j'ai un de mes kayaks, un petit système de tenue pour l'iPhone. Et donc on continue à parler comme ça en visio. Je monte sur ce kayak, le New Canoe. Je vais dans les nénuphars, je commence à essayer deux protos, donc on continue à parler, je regarde. Et à un moment, je mets un de mes protos, le Worm Stick, un verre droit qui flotte, sur une petite tête plombée. Je le balance et puis, je sens un petit coup. Ok, j'attends 2-3 secondes, je ferre, et puis en fait, le poisson commence à nager vers moi. Mais je sens quand même qu'il y a un peu de poids, donc je comprends que c'est pas non plus un poisson de 300 grammes, quoi. Et je dis à Constant, bah tiens, j'ai un bass. Et là, d'un coup, il fait un 180 degrés, et il monte, et je la vois, je dis là, parce qu'en général, les gros, c'est des femelles, et je vois un des plus gros basses que j'ai piqué de ma vie sauter, et je dis, Constant, elle est énorme, c'est peut-être mon plus gros bass. Et je la bagarre, et elle prend du fil, donc les basses, ils ne prennent pas très souvent quand même du fil sur le moulinet, donc là, ça prend du fil, et je l'amène, et je l'attrape, et donc Constant est comme ça, lui, il est à son bureau à Bruxelles, en train de regarder, et je la sors, j'ai mon maître IGFA pour les records, qui est avec moi sur le kayak, et je la mesure, 64 cm, 7 kg, poisson énorme. Pour donner une idée, quand on mesure, parce que je sais que des gens vont se dire, mais 64 cm, d'accord, c'est gros, mais c'est pas forcément énorme. Parce qu'en fait, moi, je mesure basé sur la façon de mesurer de l'IGFA. L'IGFA, c'est l'organisme qui est chargé des records du monde. Et quand on mesure un poisson, en fait, et surtout le bass, enfin, n'importe quel poisson, mais le bass en particulier, ça compte, on doit leur fermer la gueule et on prend la mesure la plus courte et non pas la plus longue, c'est-à-dire au milieu de la queue. D'accord. Pour donner une idée, elle fait 64 cm comme ça, elle fait 69. Ok. Quand on laisse la gueule ouverte et qu'on prend la longueur totale. Et Tu auras donc, une photo à m'envoyer? ah oui, oui, je peux t'envoyer ça, bien sûr. C'est d'ailleurs Carrément, sur on mon la site, tu mettra. vas la voir. Ben ouais, On la carrément. mettra, on la mettra. Eh ben écoute, de suite, et elle est sur mon site internet en plus. Et donc, pour donner une idée, le record du monde, toute catégorie qui avait été pris au Japon, qui est un taille avec un vieux record de 1932, et qui est un bass de Floride, hein, en fait, longueur totale mesurée façon IGFA, c'est 69 cm. Donc j'étais à peine à 5 cm. C'est pour donner l'idée. Parce que je sais, des fois, j'ai eu un record du monde de basse il y a des années qui faisait 62 ou 63 cm, qui a été record du monde pendant un certain nombre d'années. Et j'avais des gens, il y avait 30% des gens sur la vidéo YouTube, il se trouve que j'avais un caméraman avec moi. J'ai pas fait exprès. J'avais un caméraman avec moi, j'ai pris un record du monde. Le seul poisson de ce jour-là, je précise en plus. Jour de merde, ça mordait pas, je fais un poisson, record du monde. Et plein de gens disaient, genre 30% disaient, ouais, mais moi, des basses comme ça, j'en prends tant et plus. Mais oui, mais si on mesure pas de la même façon, ça change vraiment la donne, quoi. Et mesure, parce que comme il a la gueule ouverte un peu vers le haut, bah, si on a la gueule ouverte, on voit que ça augmente la longueur, quoi. Donc la gueule doit être fermée, mise au bout et mesurée au milieu. Donc voilà, ça change de plusieurs centimètres. Ok. Donc voilà, tu vois, ce lien de ce bass perdu il y a des années qui a contribué à cette passion profonde pour ce poisson qui est tellement amusant à pêcher. Et cette mama énorme prise à 7 heures du mat, comme ça, après une heure de meeting en visio avec mon pote qui a vu tout ça. Voilà. Et alors, j'adore, génial. Et justement, ça m'amène à la suite aux questions un peu plus techniques que je voulais te poser. Et on va peut-être l'aborder, en tout cas pour la première, sur ce sujet-là. J'ai bien compris que le premier bass que tu as raté, décroché, c'était notamment lié à une problématique technique de peut-être pas la bonne canne, au-delà du fait que c'était du bord, etc. etc. Si c'était à refaire, comment tu choisirais la bonne canne à pêche pour pêcher ce bass-là dans ce petit plan d'eau du sud-ouest? Ah, c'est une très bonne question. Alors déjà à l'époque, j'avais cette canne qui était plutôt une canne à truite, un petit lancer léger,
mais que j'utilisais un peu pour n'importe quoi, évidemment. Mais comme il y avait des truites arc-en-ciel qui étaient lâchées, quel âge j'avais exactement? Je ne peux pas être super précis, mais je dirais plus ou moins 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Dans cette fourchette d'âge-là, je pense. J'ai eu mon permis de pêche au Picard-Béglé depuis l'âge de 5 ans, mes parents l'ont pris. Bon, là, j'étais seul, donc j'étais allé en vélo, donc ouais, je dois avoir plutôt 9 ans. 9 ans. Mais donc cette canne, c'est sûr, elle était beaucoup trop molle, primo. Le fil était assez fin, je pêchais beaucoup en nylon 18 centièmes. Donc c'est sûr qu'avec un nylon 18 centièmes, une problématique, c'est qu'on ne peut pas véritablement lever un poisson de ce poids-là. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis c'est difficile, ça peut casser facilement. Mais surtout, et c'est la chose la plus importante, c'est que j'aurais pu le mettre au sec, ce poisson, avec cette canne et ce fil, si j'avais eu l'expérience que j'ai aujourd'hui et que j'aurais pris un mouvement pour le faire glisser en latéral, pour le faire glisser sur le bord. Et le poste, il y avait ces deux herbiers, mais en fait là, il y avait un petit peu de sable, de gravier, et vraiment, aujourd'hui, j'aurais eu aucun problème avec exactement le même matériel, je l'aurais fait glisser en latéral dans la foulée. Et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de piquer des poissons au ras du bord, et en fait, on laisse même pas avoir le combat dans ce cas-là. Parce qu'un poisson piqué très court, on ne bénéficie plus ou très très peu de l'élasticité. Alors déjà du fil, elle devient nulle, et encore plus si on a de la tresse évidemment. Et même la canne, quand on est très près du bord, si on a un combat qui s'éternise un peu, on a des grandes chances que la gueule du poisson se déchire. C'est vrai avec les basses, c'est vrai avec les perches, c'est très vrai avec les brochets. Si vous notez, c'est pour ça que les brochets, je déconseille aux gens d'avoir les hameçons fin de fer, parce qu'on leur fait énormément de dommages dans la gueule. La gueule du brochet, le bec de canard, elle est très osseuse, mais avec un os qui n'est pas tellement dur en fait. Et très souvent, un hameçon fin de fer, quand il est piqué, si vous regardez bien, vous ramenez un brochet et vous voyez que vous avez déchiré, pas de la lèvre qui se répare très facilement, mais de l'os. Et vous voyez que sur le dessus du museau, là, des fois sur 2, 3, 5 cm, il y a une grande déchirure. Donc, c'est pour ça qu'un poisson qui est piqué au ras du bord, quand on finit de ramener, si on peut réagir comme ça, moi je sais que c'est pas juste, je sais que j'en suis capable, je le fais. Je le pique et de suite, je le fais glisser en latéral. Et en plus, sur sa lancée, j'ai plusieurs fois, par exemple, j'ai mis au sec des brochets maitrés qui attaquaient littéralement au ras du bord. Et je les ai mis au sec immédiatement. Alors là, ça bouge, hein. C'est sûr que ça bouge. Mais faut réussir, et je ne dis pas que c'est forcément inné, hein. Moi je ne l'avais pas par exemple, mais il faut réussir à avoir cette pensée qui est même plus une pensée, qui devient de suite une Et, réaction et immédiate pour, à faire glisser le poisson. et pour revenir à la question, comment tu choisis cette canne? Alors pour T'es pêcher du juste avant bord, la session de pêche, tu es dans la boutique ouais. avec ce Bah, qu'on va retrouver aujourd'hui, mais mhm. voilà, comment tu vas la choisir cette canne pour pêcher le bass? Alors en fait, je vais avant tout me poser une question qui est: est-ce que je vais pêcher une eau dégagée ou une eau encombrée? C'est la raison pour laquelle en fait je pêche assez peu avec une seule canne du bord. Je sais pêcher avec deux: une spinning plutôt légère, une casting plutôt forte. Parce que beaucoup de lacs, en fait, ne sont pas ou tout propres ou tout encombrés. Beaucoup de lacs ont les deux. On a un mixte, on a une zone avec des nénuphars, avec des roseaux, et puis on a le large, on a un trou, il y a une zone, il y a peut-être 6 mètres d'eau à 3 mètres du bord. Et donc, en fait, j'aime vraiment avoir deux cannes. J'utilise beaucoup un support de canne américain qui est un truc génial, ça vaut $40, c'est pas très cher, ça a des pieds, il y a un modèle à 3, un modèle à 5 supports de canne, c'est super pratique pour la pêche du bord. Super pratique. Et donc on peut facilement bouger en ayant toujours deux cannes, alors on peut en amener plus si on veut, mais deux cannes c'est vraiment bien. Deux cannes c'est vraiment bien parce que là pour le coup, poste après poste, on peut vraiment avoir la canne qui convient au poste. Parce que autant en pleine eau, surtout si on a des poissons profonds loin, on ne veut pas pêcher avec une grosse tresse, une casting raide, mais autant à l'opposé, en milieu encombré, on ne veut pas avoir une spinning light avec un fil léger, un petit leurre avec un meçon apparent. Donc c'est pour ça que ma vraie réponse, elle est là. Et donc, ma canne de spinning, typiquement, je vais préférer une canne un peu longue. Moi, j'aime bien les cannes 2,40 m à 2,80 m. D'accord. D'accord. J'aime bien, et c'est le gros avantage de pêcher à deux cannes, c'est qu'on peut avoir deux cannes vraiment différentes. Que si je voulais prendre une canne un peu passe-partout, chose qu'il m'arrive de faire mais que je préfère ne pas faire, oui, j'aurais une canne un peu plus courte et un fil plus entre deux, plus fort que ce que je vais mettre sur celle-là. Mais si j'ai une canne de 2,40 m à 2,80 m,
j'ai une longueur qui permet vraiment de faire des bons lancers. Je vais prendre une action de pointe. Je vais quand même généralement pêcher à la tresse là-dessus, une tresse fine, une 6-8 centièmes, avec une pointe généralement en fluorocarbone. Et ça, c'est une canne que je vais utiliser généralement pour des leurres qui vont aller entre 5 et 25 grammes, pour donner la fourchette. Voilà. Donc ça peut être un jerkbait, ça peut être une tonne de types de leurres souples, ça peut être beaucoup de types de leurres qu'on va utiliser plutôt en eau ouverte. Et puis la canne de casting, justement, vu qu'elle, je vais la prendre non pas pour faire de la distance, mais plutôt pour pêcher dans des zones encombrées, pour faire des posés précis. Donc elle va être plus courte. Alors j'aime pas trop courte quand je suis du bord. Hein. Les cannes de 6 pieds, moi je n'aime pas. Du bord, en bateau j'aime bien, c'est sympa et tout. Du bord, j'aime bien quand même avoir quand même à peu près 2,10 m, hein, 7 pieds à peu près. Après, je suis plutôt grand. Hein. Chacun doit trouver la canne aussi qui lui convient à sa main, mais la taille de la personne, c'est-à-dire que quelqu'un de plutôt plus petit ne doit pas avoir une canne plus grande, mais une canne qui est bien équilibrée par rapport à la dynamique un peu de son corps et tout. Donc moi, je sais qu'une canne de 7 pieds me va bien si je veux faire des lancers plutôt courts mais précis et avoir un bras de levier pas trop marqué en ma défaveur. Parce que plus la canne est longue, un avantage d'une 6 pieds par rapport à une 7 pieds, c'est qu'il y a moins de bras de levier. Et donc si je veux extirper un poisson d'une zone encombrée, oui, une 6 pieds, elle est mieux. Mais une 6 pieds, quand je veux faire si je veux faire des skipping, mettons sous des branches, des choses comme ça, à ma main, à moi, c'est pas ce qui convient le mieux. Donc je trouve qu'une 7 pieds, pour moi, elle est très très bien. Alors, je peux avoir le moulinet rempli avec de la tresse, je peux l'avoir rempli aussi avec du nylon. Alors, on connaît les avantages de la tresse, plus de sensibilité, etc. C'est vrai. Le nylon, des fois, il passe mieux sur certains, s'il touche certaines choses. Par exemple, du nylon souffre moins lorsqu'il touche du caillou que de la tresse. D'accord. Voilà. Alors bon, moi je suis pas trop embêté, j'ai du choix chez moi, donc voilà, je vais m'adapter. Ici en Floride, les cailloux dans les lacs, ils me gênent pas. Hein. Si En revanche, il y a les dents des crocodiles. Ouais, mais elles sont pas coupantes, elles sont rondes, comme les cendres. C'est comme les cendres. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça. Là, sur cette canne-là, je vais prendre une canne nettement plus puissante. Je vais prendre une canne qui va me permettre de faire au moins un 30-60, 20-60, voire une 80. Ouais. Oui, parce que en fait, je vais pas vraiment lancer, même rarement lancer, si on parle toujours du bass, Oh, on parle de basse. des poids, voilà. Donc je vais pas lancer des poids aussi lourds, mais ça sous-entend une certaine puissance de canne qui va donc convenir pour extirper le poisson en force d'un milieu encombré. On ne peut pas faire de la pêche en finesse, c'est une grosse erreur. Une erreur que j'ai fait, hein, comme beaucoup d'autres gens. Quand j'étais plus jeune, je pêchais. Moi, j'adorais pêcher en 18 centièmes. Nylon, je parle de nylon à l'époque. J'adorais, les combats étaient super sympas et tout. Mais dès qu'un poisson, que ce soit un cendre, un brochet, un basse, rentrait dans un herbier, c'était fini. On le cassait. Donc le poisson partait avec le leurre. C'est pas faire pour le poisson. C'est pas faire. Et puis on peut pas vraiment le combattre. Donc pour le coup, on n'a pas vraiment de plaisir dans le milieu encombré. Alors je me rappelle que ma deuxième étape avait été avoir une deuxième bobine pour mon moulinet Mitchell. C'était un Mitchell 200, je crois, un truc comme ça. La deuxième bobine, j'avais mis du 24 centièmes. T'imagines, c'était beaucoup plus costaud. Non, j'ai vraiment passé ça depuis longtemps. Quand on pêche en milieu encombré, et je le dis de suite, si des gens me disent oui, mais il dit ça parce qu'il est en Floride. Non, je fais pareil en France. Je fais pareil en France. Quand je pêche en milieu encombré, au milieu des herbes, des branches, etc., il n'y a pas les turbulences que peut générer un gros fil devant un leurre en eau ouverte. Les turbulences sont noyées au milieu justement de l'encombrement. Et en fait, utiliser une tresse de 80 livres, je répète, Ouais, j'ai pas bloqué dessus, mais j'aurais dû. ou un nylon de 45-50 centièmes, je répète, de 45-50 centièmes, marche aussi bien. On a en fait de meilleurs résultats en termes de poissons sortis. C'est-à-dire que on a très très peu moins de touches en milieu encombré qu'avec un fil plus fin. Et je le dis, je le certifie. Et je le dis d'autant mieux qu'un certain nombre de fois, j'ai eu des potes qui doutaient, qui avaient du mal. On a pêché côte à côte dans n'importe quel plan d'eau public, tout ce qu'on veut en France, côte à côte. Et je leur ai montré que oui, j'avais les mêmes résultats qu'eux. Et parfois meilleurs. Meilleurs parce que même si parfois ils pouvaient avoir une touche de plus, je ne parle pas de beaucoup. Franchement, en milieu encombré, tu as
peu de différence de touche. Mais même s'il pouvait avoir une touche de plus, tu as tellement de poissons perdus parce que tu ne peux pas les brider en milieu encombré que ce qui sort gagnant, c'est le fil très puissant. Alors on va me dire, ah, mais il n'y a pas de combat. Oui, si on pêche en milieu encombré, il n'y a pas de combat, il faut admettre ça. Par contre, il y a des moments quand les basses ils sont à donf, à bouffer des écrevisses dans 50 cm d'eau avec des herbiers qui se touchent tellement qu'on voit même pas l'eau. Si tu pêches en plein eau, tu vas passer ta journée pour avoir une touche et faire un basse de 400 grammes, là où tu vas en faire 7 ou 8 et peut-être des poissons de 2 kg, 2 kg et demi en pêchant en plein dans les herbes et tout. Et en fait, pendant longtemps, on est passé vraiment à côté. Je parle de quand moi j'étais jeune, qu'on n'avait pas Internet et qu'il n'y avait pas d'auteur français qui avait cerné en fait ça. Où on avait tendance à dire, oh mais les Américains ils pêchent super gros, mais c'est parce qu'ils ont plein de poissons. Donc c'est resté une forme de légende urbaine, de dire, oh ouais, mais ils peuvent faire ça là-bas parce que là-bas il y a plein de poissons. Ben non. Euh, mon pote JC David, Jean-Christophe David, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le On a connaissent. fait de la course à pied ensemble pour la petite histoire. Va falloir que je Ah oui, sur le site. Ouais. voilà. On en parlait il n'y a pas longtemps, hein, puisque lui aussi vit aux US, lui il vit en Louisiane, mais on se voit peut-être une fois par an ou quoi. On en parlait, on était absolument d'accord. On disait, mais la plupart des pêcheurs français, ils ne nous croient pas quand on leur dit qu'on pêche aussi en France avec les gros fils. Ils croient que c'est qu'aux États-Unis. Non, c'est pas le pays qui compte, c'est le milieu. Si tu pêches en milieu encombré, parce que quand une chose aussi qu'il faut s'enlever une mauvaise conception. Je suis désolé parce que des fois, comme je parle moins souvent français qu'anglais maintenant, alors il y a des fois, je coince sur un mot en français. J'allais dire misconception, mauvaise conception. C'est d'imaginer quand on voit un plat d'herbes, c'est d'imaginer que les herbes ont la même densité jusqu'au sol. C'est pas du tout le cas. J'y suis allé. J'ai été dans l'eau, je vais dans l'eau pour voir, pour comprendre. Non, il y a un plateau d'herbes en surface. Et en fait, dessous, il y a les pieds de ces herbes qui sont montées. Et en fait, dessous, il y a tout à fait la place pour les brochets, les basses, les silures. Les silures de 2 mètres qui viennent dans 80 cm d'eau, sous les herbes. Les gens ne les captent pas parce qu'ils ne les voient pas. Et quand on voit ces herbes, on se dit, oh, mais de toute façon, il y a plein d'herbes, les poissons, ils ne peuvent pas bouger là-dedans. Non, dessous, en fait, non, c'est très ouvert. C'est en surface que ça apparaît comme ça coincé. Quand c'est du roseau, c'est différent. Là, c'est vraiment plein de tiges, mais néanmoins, même dans les roseaux, les poissons viennent là. Parce qu'il y a des poissons, il y a des écrevisses, il y a des insectes. Il y a plein, les larves de libellules, quand elles veulent monter pour éclore, elles montent le long d'un roseau. Et les basses, puisqu'on parle en particulier du basse, mais les perches, plein de poissons, ils viennent là, ils les gobent là. Donc ils sont à la recherche de ça. Et donc c'est pour ça que quand on pêche chez les endroits encombrés, il faut essayer de pêcher chaque pied d'herbier possible. Okay. Pour vraiment essayer de faire du flipping ou du mince, l'autre mot m'échappe un instant. Pitching. Voilà, flipping, pitching. Alors c'est quasiment la même chose. Ça dépend de la manière qu'on fait le balancer, hein. Mais c'est la même chose. On prend un jig, un rubber jig qui est anti-herbe, qui a des élytres pour protéger la pointe, pour passer dans les herbes. On a le punching, qui est aussi la même chose, mais encore plus fort. En punching, on pêche avec de la tresse de 120 livres. On pêche avec de la tresse de 120 livres, on pêche avec alors j'ai beaucoup ici en Floride, en l'occurrence. On pêche avec des rubber jigs qui peuvent faire jusqu'à 2 onces, c'est-à-dire 60 grammes. Et pourtant, on va pêcher dans 30 cm d'eau. Mais c'est quand on a certaines herbes qui sont tellement denses. Encore une fois, elles ne sont pas denses dessous. Mais en surface, elles sont tellement denses que si on n'a pas assez de poids, on n'arrive pas à faire le trou. Donc, c'est pas qu'un poids léger ne prendrait pas des poissons. En soit, le leurre lui-même. C'est juste que pour passer à travers, on ne peut pas aller en waders pour faire un trou avec une branche et revenir et lancer dans le trou. S'il y a un trou, génial. Je peux lancer avec un poids plus léger. Mais en fait, il faut faire le trou. Mais en France, c'est exactement pareil. Je vous le dis, je vous le rassure. C'est exactement pareil. C'est donc le milieu qui impose ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai mes 2 cannes, ma spinning légère et ma casting, donc j'ai pas forcément une en 80 livres. Je m'adapte au type de lac. Quand j'ai de la couverture, si j'ai que des nénuphars, je peux avoir une tresse de 40 ou 50 livres, on va sortir tous les bases de la création avec ça, hein, au milieu des nénuphars. Même s'ils font un tour, on reste en tension et on attend. Au bout d'un moment, il en a marre, il fait demi-tour. S'il fait 4-5 tours, c'est différent. Mais il ne faut pas lui laisser le temps. C'est pour ça que ce moulinet de casting,
on a vraiment, vraiment intérêt à avoir un modèle qui récupère beaucoup. Un ratio élevé. Ah, c'est important parce qu'en fait, comme on a un combat tellement court en milieu encombré, le moindre mou qu'on laisse au poisson peut permettre au poisson, parce que je dis au poisson, je dis même pas aux basses, parce qu'on fait autant de brochets qu'on fait de basses en faisant ça. En France. Bah ici, j'ai presque pas de brochet. Il y a une variété de brochets qui est pas, par exemple là où j'habite, n'en a pas. C'est un petit brochet vert avec une bande marron sur l'œil, piquerelle, green pickerel. Le record du monde, il y a 4 kilos, hein, donc c'est une assez petite espèce. Mais je veux dire, c'est pareil, quand on met son flipping jig dans ce milieu encombré, les poissons qu'on peut piquer sont le bass, s'il y a des basses, la perche, les perches, elles viennent là, pareil. On va être complètement surpris. Je tournais une émission de télé en Suède, il y a une dizaine d'années à peu près, un truc comme ça. Et on pêchait dans des herbiers, et j'expliquais justement la technique. J'avais le caméraman en train de me filmer. Et bam, je sens une petite. Et je parlais du brochet, parce qu'à la base, on ciblait les brochets. Et bam, j'ai une petite tape. J'ai fait une perche de presque 2 kilos. Les mecs en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas que la perche est mordue avec une tresse de 80 livres, avec un bout de fluorocarbone, parce que comme il y avait les brochets, quand même, je ne pouvais pas. La tresse seule se fait trop facilement couper, donc bout de fluorocarbone. Et j'avais un flipping jig de mémoire de 30 ou 40 grammes, avec un hameçon 5-0, 6-0. Et ils étaient complètement sur le cul. Donc voilà. Donc tous ces poissons sont là, les silures sont là. Alors, le problème du silure, et même le problème du brochet dès lors qu'il atteint une certaine taille, c'est que le rapport de force, quand je parle d'une tresse de 80 livres, à la base, c'est parce qu'on pense je vais pêcher le bass. Et le bass, sa taille et son poids est quand même limité, on est d'accord. Le problème, c'est pas un vrai problème, mais ça devient un problème, c'est que le brochet, potentiellement, concrètement, peut devenir beaucoup plus gros. Et donc, quand on pique exactement à ce même endroit, très encombré, un broc de 8 ou 10 kilos, ben, avec du 80 livres et une canne telle que j'ai développée tout à l'heure, hein, une puissance de 1 once ou 1 à 2 onces, on n'arrive pas à le brider. Et là, il peut partir à droite, à gauche, et là, il s'en mêle, et là, le fil peut casser. Alors, si c'est des herbiers pas trop durs, ça peut couper les herbiers. Ce qui est bien pour la prise du poisson, mais qui n'est pas terrible, parce qu'en fait, on détruit le milieu où ces poissons viennent. Si vous faites ça, ou plein de gens font ça, l'herbier, ça ne pousse pas non plus comme ça, les herbiers. C'est pour ça que pêcher fort, c'est aussi respecter les herbiers. C'est pas négligeable, de mon point de vue. Et c'est pour ça qu'il y a des cannes après très très fortes qui sont typiquement, j'en ai 2, 3 ici même, c'est des cannes à snakehead, des cannes japonaises, où là on met carrément de la tresse, on peut mettre 120 à 200 livres, parce que les snakehead peuvent être beaucoup plus gros que, pour certains en tout cas, que les basses. Et il y a la même problématique. Et donc, quand on prend le grand snakehead qu'on a par exemple en Thaïlande, hein, moi j'avais fait d'assez beaux, pas des géants, mais quand même d'assez beaux, faut vraiment pêcher minimum en 120 livres. Les freins sont complètement serrés, c'est-à-dire qu'on ne donne pas du tout de fil, du tout, zéro. Et il faut tirer très dur. Et c'est ce qu'il faut faire quand il y a des brochets. Et alors, s'il y a un silure, alors pareil, s'il fait que 7-8 kilos, ça va. Bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on en pique un de vraiment gros, un 40-50 kilos, là au milieu de l'herbier, ça va être compliqué. Voilà. J'aimerais passer peut-être sur une dernière question. Alors, on a bien compris, tu as conçu des leurres, etc. Moi, j'ai vu une partie de ta collection, ta quantité faramineuse de leurres. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur un nouveau spot, par exemple, si demain je t'invite à pêcher avec moi, sur un coin que tu connais pas, par exemple ici en Normandie, comment tu vas faire ta boîte? Un peu comme si tu étais chez toi, mais pour le Kidam, dont je fais partie dans la boutique de pêche, tu es là avec ta boîte vide, qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, ce que je vais mettre, c'est des leurres forcément complémentaires, parce qu'on ne sait jamais, quand on fait sa boîte de pêche, on ne sait pas vraiment quelles seront les conditions. On connaît quelques éléments. Si on pêche en mer, on connaît la marée, on va savoir, ça va être une marée montante, une marée descendante. Et là, où que je sois dans le monde, je vais regarder des tourbillons autour des pointes rocheuses. Où, typiquement, il y aura des prédateurs qui vont être là. Mais est-ce qu'on tombera à un moment où les poissons sont chasseurs ou pas chasseurs? Donc, mon choix de leurre, et il va être aussi vrai pour l'eau douce que la mer de ce point de vue-là, ça va être d'avoir des leurres complémentaires les uns aux autres. Des leurres qui vont être très peu vibratoires. Des stickworms, par exemple. Où on a quasiment aucun mouvement. Il y a des fois, que ce soit en mer ou en eau douce, peu importe, vraiment, peu importe, je le dis, un leurre qui a très très peu de mouvement, des fois, va être particulièrement important, très 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 faible d'un point de vue vibratoire. Il y avait un leurre que j'avais redéfini qui s'appelait le Mean Dude, qu'on avait fait chez Mr. Twister. C'était une virgule. À la base, il avait été sorti vers 74-75 aux États-Unis. Il était vendu, le Mean Dude, avec une tête plombée et une palette.
Et donc, il était relativement épais. Et moi, j'avais dit, lorsque j'avais joint la boîte plus tard, je lui ai dit, c'est un peu dommage parce que finalement, on a les twists classiques, on a le mini dude et les deux ont la même épaisseur de queue. Et finalement, ils créent, quand on les utilise seuls, le corps est un peu différent pour le look, mais la queue était à peu près similaire en forme, à peu près similaire en épaisseur. J'ai dit c'est dommage parce que finalement on crée à peu près les mêmes signaux sous l'eau. Donc j'avais retravaillé, on a fait donc un nouveau moule et là j'avais fait vraiment un voile. Donc la silhouette, j'avais gardé la même silhouette que celui d'origine, mais je l'avais fait super super fin. Et là on avait un truc qui bougeait avec, je sais pas si tu as connu ce leurre, si tu as pêché Mon petit avec. frère adorait pêcher avec, je l'avais dans mes boîtes. D'accord. Voilà. Et ben, c'est vraiment là que le leurre a acquis ses véritables noblesses, par exemple pour le cendre, mais de façon plus large, quand les poissons voulaient très très peu, ne se décider que sur très très peu de, de, De de vibration. signaux finalement générés sous l'eau. Donc je veux toujours avoir un ou deux leurres comme ça qui va générer extrêmement peu de signal. C'est particulièrement bon quand les poissons ne sont pas mordeurs, ils ne cherchent pas à se nourrir. Donc on peut avoir les deux choses opposées où ces poissons non mordeurs vont réagir sur un leurre qui va au contraire pulser beaucoup. Ça peut être un rattling bait, ça peut être un popper, sur la profondeur d'eau bien sûr, mais plus souvent ça va être un leurre qui va très peu bouger. Et puis je vais chercher à avoir des leurres, donc je viens d'en citer d'autres types, popper ou rattling bait, qui, bien qu'en étant radicalement différents, ils vont dans les deux cas générer au contraire beaucoup de mouvements d'eau, beaucoup de turbulences. Cuillère tournante, alors que ce soit une cuillère tournante inline, une classique, une MEPS, spinner, une agla longue, ou un leurre souple avec une palette comme mon Darspin, mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres très bons leurres avec ce même principe. C'est très important, pourquoi? Parce que justement quand je travaillais pour MEPS et Mr. Twister, on avait eu cette question de se dire mais pourquoi on voit autant de gens, et c'était bien avant qu'il y ait les réseaux sociaux, donc c'est des gens qui nous envoyaient à nous ou au magazine des photos avec leurs belles prises. Pourquoi y avait-il autant de gros brochets, de grosses perches, de gros basses pris avec des cuillères, des Aglia numéro 2? On s'était dit, est-ce que c'est juste parce que ces leurres vendent littéralement par dizaines de millions dans le monde, et donc statistiquement sur le nombre, de temps en temps quelqu'un tombe sur un gros poisson, ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Et donc on avait embauché un spécialiste des poissons qui a travaillé pour nous pendant plus de 10 mois, plus d'un an, je crois 14 mois peut-être, pour vraiment comprendre les mécaniques, qu'est-ce qui se produisait, etc. Et en fait, et tu vas voir que finalement, une fois qu'on l'explique, ça devient clair comme de l'eau de roche, c'est que quand tu vois nager un poisson, je ne parle pas du poisson, je ne parle pas du gardon qui est pourchassé par un brochet, je parle de n'importe quel poisson quand simplement il se déplace. Tu t'aperçois en fait que leur corps bouge quasiment pas et la queue bouge finalement assez peu. Donc en fait, les formes de poissons, même si elles peuvent être très différentes, un brochet ou une brème ont deux corps quand même vachement différents, on est d'accord. Mais dans les deux cas, il y a un niveau de turbulence qui est généré lorsqu'il glisse dans l'eau grâce au mouvement caudal qui est minime en fait. Il y a assez peu, il y a des turbulences, mais il y en a assez peu. Une cuillère tournante, c'est pile l'opposé. C'est absolument l'opposé. C'est une mécanique qui tourne sur elle-même et un petit bidule de rien du tout qui fait un énorme volume. Et en fait, pour le faire le plus court que je puisse en tout cas, la résultante de l'étude de ce spécialiste était que finalement, une palette tournante de quelques centimètres faisait la même signature vibratoire sous l'eau qu'un poisson de 20 ou 25 centimètres. D'accord. Et donc, il avait mis en exergue parmi les nombreux tests qu'il a fait, encore une fois, c'est pas un truc qu'on a fait sur une semaine ou même un mois, ça a été fait sur plus d'un an. Et donc, parmi les tests, il y avait, et on a vu ça sur différents prédateurs évidemment, il y avait des tests où en fait il avait aveuglé, alors je rassure, hein, de suite, c'était pas, on n'a pas percé les yeux, il avait collé de façon temporaire des pastilles sur les yeux des poissons. Et ça, c'était super intéressant. Moi, j'étais présent à pas mal de ces tests. Et bien, ça prouvait que la ligne latérale était vraiment le capteur, le sens numéro un pour un prédateur qui l'amenait à attaquer. Et donc, on avait des truites, des perches, des brochets qui attaquaient les leurs alors qu'ils avaient des pastilles noires collées sur les yeux. Donc, en fait, ça, c'est un truc clé. C'est pour ça que j'ai toujours. Donc, l'inconvénient des cuillères tournantes classiques, les inline spinners, comme on dit en anglais, c'est qu'elles se lancent très mal, c'est très limité. Donc, tant qu'on pêche une petite rivière ou le long des herbiers, ok, ça va. Mais si on veut pêcher profond, ça colle pas bien, ça s'en mêle, ça se lance pas bien. Enfin, voilà. C'est pour ça que quand j'ai eu l'idée d'avoir un leurre souple avec une palette en queue, j'ai eu cette idée il y a 30 ans.
Les premiers protos, je les ai faits il y a 30 ou 35 ans. C'était juste d'avoir un leurre souple que je pouvais monter sur n'importe quoi, une tête plombée légère ou lourde, un hameçon wide gap, etc. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est un truc qui me suit partout. Pour revenir au top water, j'aime bien avoir un popper, oui, mais généralement parlant, 9 fois sur 10, le popper n'est pas le meilleur top water. J'aime vraiment avoir un walking bait. Il y a vraiment une différence. Quand les poissons sont très chasseurs, ok, ils prennent les deux. Quand on est du poisson profond, on peut mieux faire monter un poisson sur un popper que sur un walking. Mais de façon générale, pour avoir fait vraiment des tests, donc c'est toujours à l'heure que j'aurai un walking bait. Les jerkbaits font partie de ce que j'aurai dans beaucoup de zones de pêche. Donc évidemment, quand on va faire cette boîte, si tu vas m'amener dans un secteur où j'ai jamais pêché, je vais quand même te demander, mais c'est quoi? C'est shallow, c'est profond, donc on va se baser là-dessus. Si tu me dis qu'il y a pas mal de roches et qu'il y a des branches dans l'eau, je vais sans doute prendre un square bill, un crankbait square bill, parce que l'utilisation principale de ces leurres, c'est d'avoir une déflexion contre l'obstacle. Donc on les ramène et quand on sent l'obstacle, au lieu de s'arrêter ou de ralentir, au contraire, même on met un coup de manivelle un peu plus marqué. On peut le faire avec le sillon, mais moi, je préfère le faire avec manivelle. Comme ça, je garde le meilleur angle entre ma canne et mon fil. Ce qui fait que si j'ai la touche, j'ai le meilleur angle pour avoir le ferrage le plus efficace possible. Et donc, en fait, on veut que le leurre, il touche cette branche, mettons, et bam, il déflecte, il part de côté. Et cet instant-là déclenche énormément de touches. D'accord. Et c'est pour ça que quand je regarde un poste, je me pose quasiment jamais, je dis pas du tout, pas du tout, mais quasiment jamais la question quel est le poisson précis que je cherche, mais le type de prédateur que je cherche. D'accord. Parce qu'en fait, et c'est un avantage d'avoir pêché dans autant de pays et autant d'espèces de poissons, on s'aperçoit que un poste similaire dans 10 coins du monde différents, on aura toujours un prédateur qui va fonctionner de la même façon dans ce même poste. Et tu vois ce que je viens d'expliquer, par exemple, pour la pêche au punching dans les herbiers denses. Je t'ai dit, c'est bien pour le bass, c'est bien pour la perche, c'est bien pour le brochet, c'est bien pour le silure. Si on va en Australie, c'est bien pour le barramundi, parce que, guess what? Dans le même milieu, dans le même herbier, avec sado et plein d'herbes, je vais avoir un barramundi de 20 kilos qui se tient au même endroit, parce que lui aussi, il vient là, parce qu'il y aura des écrevisses, ou il y aura une grenouille, il y aura un serpent qui peut passer, et il va être là. Et là, quand il est là, il n'a pas, il a vraiment un fonctionnement, ce prédateur a un fonctionnement très différent qu'un prédateur similaire lorsqu'il est en pleine eau. Parce que là, il va pas il va pas pourchasser une proie. C'est vraiment en pleine eau qu'on a intérêt à avoir des fils plus fins. Imaginez que n'importe quel leurre, lorsqu'on le ramène, voilà, on va dire que mon doigt c'est le leurre, et le haut de l'écran, à peu près par là, c'est le haut de l'eau. Eh bien, entre ce leurre et ma canne, j'ai mon fil. Donc entre ce leurre et la surface de l'eau, j'ai ce fil qui coupe l'eau et qui fait lui-même toute une série de turbulences. Et c'est pour ça qu'on a le plus souvent, on a besoin d'avoir de façon rationnelle le fil le plus fin par rapport au leurre qu'on utilise pour avoir le moins de marquage de cela. C'est pas la couleur qui compte. On peut mettre du fil, j'ai fait les essais, on met du fil fluo, on a exactement les mêmes résultats qu'avec un fil transparent. Le fluorocarbone, c'est du pipeau. Quand les gens se disent, qu'on vous dit, oui, le fluorocarbone, c'est invisible pour les poissons, c'est 3% moins visible dans l'eau qu'un nylon. Non, le poisson, il ne réagit pas comme ça. S'il disait, ah, je vois le fil, donc je ne mords pas. Non, c'est la présence du fil, et surtout un gros fil, la trace qu'il a dans l'eau qui a un impact sur les leurres et qui fait qu'on peut avoir plus de reflux. Mais quand on pêche dans un milieu encombré, justement, le fil, il se noie dans ce milieu encombré. Il fait partie du milieu encombré. Il n'a pas du tout le même aspect répulsif. Et donc, c'est pour ça que dans ma boîte, je vais vraiment me baser sur ce que tu vas me dire. Est-ce qu'on va pêcher dans de la pleine eau? Est-ce que ça sera profond? Est-ce qu'il y aura du courant? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une eau calme? C'est vraiment les éléments qui vont m'aider à choisir les leurres qui vont faire du sens. Mais je conseille toujours d'avoir quand même une gamme et de connaître, évidemment. Mais il faut avoir quand même une gamme dans les leurres. Les couleurs, on s'en fiche, d'accord? On s'en fiche des couleurs. Je suis désolé. Je suis désolé pour les marques. Je suis désolé. Les couleurs, c'est le dernier, c'est la cinquième roue du chariot. Elle compte de temps en temps, mais c'est pas important. Différents types de leurres avec différentes actions de nage et différentes tailles. Les tailles, parfois, ça fait une grosse différence. Mais l'action de nage, la profondeur de nage sont vraiment les facteurs à tenir le plus en compte. Et donc d'avoir des leurres qui sont complémentaires les uns des autres. Parce qu'en fait, à un même poste, et je suis désolé parce que ça va un peu à l'encontre de ce que tu recherchais, je le comprends. C'est-à-dire, voilà quelles sont. Hein? Non, c'est intéressant pour moi de comprendre. Et comme je te disais tout à l'heure, chacun a son approche sur le sujet. Donc ça me va bien et je suis, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi sur la nécessité
de quadriller les hauteurs, les vibrations, les tailles, etc. On sait très bien que tu as des carnassiers qui vont plutôt sur des gros leurres plus petits, etc. Mais en l'occurrence, je suis assez d'accord avec toi. En fait, on a tous tendance, moi le premier, à avoir 15 fois le même parce qu'on l'aime bien. Mais en fait, Mm. quand c'est pas celui-là qui marche, on est comme des. Tu vois, j'ai eu le cas en Hollande cette année, enfin en fin d'année dernière. L'année d'avant, j'ai cartonné avec le Balam, donc je suis arrivé avec un stock de 10 Balam. Bon, j'en ai paumé deux, j'étais content. La réalité, c'est qu'on a pêché une semaine au shad parce qu'en fait, ils voulaient que des shads. Et du coup, les Balam, bah, j'avais beau avoir toutes les couleurs, de façon Ouais. de les plomber, lester, ce que tu veux. En fait, Mm. ils voulaient rien savoir, quoi. C'est pour ça, il y a tellement de... C'est dingue parce que quand on y pense, et moi j'y pense souvent, je le dis, les poissons mangent presque toujours les mêmes proies. Mm. Je veux dire, là, le lac au bord duquel je vis, qu'est-ce que j'ai comme poisson fourrage? J'ai des aloses. Ici, aux États-Unis, on a beaucoup d'aloses d'eau Des douce, mais shads. d'aloses qui vivent, voilà, vraiment un shad. D'ailleurs, un shad, en américain, Oui, c'est c'est pas une un leurre joueuse. avec une bavette caudale. C'est le fait que ce Mm. soit un leurre qui soit haut et comprimé. On va dire une ablette ou une brème, pour un français, disons. Mm, mm. Mais, donc il y a des shads, il y a des perches soleil, il y a des écrevisses, il y a un peu de grenouilles, pas énormément, mais un peu. Euh, mais en gros, voilà ce que mangent les basses toute l'année. Mm. Il y a pas. Mais le fait est que quand on pêche, je pense qu'on a tous eu l'expérience, de temps en temps, on a des moments où quasiment tous les leurres de la boîte vont prendre ou pouvoir prendre des poissons. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a une action. Pourquoi? Ça, Mm, je me mm. pose toujours ces questions. Des fois, il me semble apercevoir une petite compréhension. J'étais beaucoup plus sûr de moi quand j'étais plus jeune que maintenant, en fait. Parce que plus on vieillit, surtout que moi qui adore essayer plein de choses et tout, plus on voit en fait qu'il y a plein de possibilités. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure chose, c'est surtout d'avoir une boîte où on s'en fiche des couleurs. Prenez les couleurs dans lesquelles vous croyez. Ok, ça je crois que c'est important, que le pêcheur ait des couleurs dans lesquelles il croit. Moi maintenant, je m'en fiche des couleurs, donc mes copains peuvent choisir pour moi mes couleurs, je m'en fiche. Noir, rose, naturel. Si vous voulez prendre une naturelle, vous pouvez pas vous tromper, on va dire. Ça ressemble Mm. à ce qui est à la base un miroir pour que les prédateurs ne voient pas d'ailleurs les proies. Mais c'est ça les couleurs naturelles. Miroir pour se camoufler. Mais vraiment, ayez au moins, au moins 5 formes avec des actions de nage différentes. Hein, je comprends que tout le monde ne va pas acheter une boîte avec 80 leurres dedans, mais ayez au moins 5 leurres différents. Ok. Voilà, avec vraiment des actions différentes. Eh ben, je pense que c'est une bonne conclusion, hein, en vrai, un bon conseil technique, une boîte restreinte mais qui couvre large et pas 5 fois le même type de leurre parce que ils sont plus jolis les uns que les autres. Bon, en tout Outre cas, la mode, Patrick, je te remercie pour cet échange. On aurait pu avec plaisir. passer 2 heures de plus. D'ailleurs, on le refera peut-être, hein, qui sait. Je Mais en crois que tout ça cas, fait 5 merci minutes à qu'on toi. avait commencé. Bah, moi aussi, mais j'ai les enfants à les chercher à l'école. Du coup, et puis on a quand même fait un bon parcours. Ça fait 1 heure et quart passé. Ben ouais, C'était intéressant. Je suis très content de cet échange et encore une fois, peut-être qu'on le refera parce qu'il y a pas mal de sujets techniques qui m'intéressent. Tu as parlé du fluoro, c'est un sujet intéressant. Les couleurs de fil, etc. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur les sujets très marketing. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi et avec puis à plaisir, très merci à vite. toi. À À très très vite. bientôt. Bye tout le monde.